Bonjour à tous, je suis Joanne Bouchu de l'agence d'urbanisme et je vais animer ce webinaire. Je vous rappelle qu'il s'inscrit dans un cycle intitulé Webinagence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un format court de webinaire d'une trentaine de minutes qui vise à échanger et à partager autour de publications ou études menées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la solarisation des parkings à travers un outil Visualise qui a été utilisé par l'agence pour recenser et cartographier les parkings qui sont susceptibles d'être concernés par l'article de la loi APER. Pour cela, du coup, mes collègues Nicolas Beaune et Sébastien Tixi ont prévu une présentation de 10-15 minutes, à l'issue de laquelle, comme d'habitude, vous pourrez effectivement questionner et échanger avec eux sur les résultats qui auront été présentés. Vous pouvez dès à présent noter dans l'onglet Conversation vos questions ou réactions d'ailleurs. Et enfin, dernière information avant de démarrer, ce webinaire est enregistré et le replay sera mis en ligne sur le site de l'agence d'ici quelques temps. Donc, voilà, je vous laisse du coup tous bien couper vos micros pour voilà, qu'on ait une bonne écoute de cette présentation et je laisse la parole à mes collègues. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer en fait cette présentation en rappelant que la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable de mars 2023 est déclinée en 7 titres et en fait ça répond à plusieurs grands objectifs. Pour celui qui nous concerne, ça va être mobiliser les espaces déjà artificialisés pour le développement des ENR, mais il y a aussi d'autres objectifs autour du déploiement des ENR dans les territoires, la simplification des procédures d'autorisation des projets d'ENR, etc. Donc, on peut rappeler que cette loi, en fait, elle participe aussi à l'atteinte des objectifs qui sont fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 2018-2028, qui prévoit pour le photovoltaïque un objectif de 44 gigawatts à l'horizon 2028. Donc, l'article 40 en particulier de la loi APER vise le développement de la production d'énergie renouvelable sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1500 mètres carrés, avec l'obligation d'installer des ombrières qui intègrent un procédé de production d'ENR sur au moins 50% de leur superficie. On peut préciser aussi que cet article 40 a été modifié le 3 mai 2025 par la loi du 30 avril 2025 qui porte diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. L'une des questions en fait, qui se pose au travers de cet article 40, c'est déjà la définition d'un parc de stationnement. La définition qu'on vous partage ici, c'est celle qui a été donnée en fait par le guide du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en 2024, mais dont le mode de calcul a été précisé assez tardivement à travers le décret d'application du 13 novembre 2024 et qui précise notamment que ces parcs de stationnement concernent les emplacements destinés au stationnement des véhicules de leurs remorques situés en dehors de la voie publique et qui concerne aussi les voies et cheminements de circulation, des aménagements, des zones de péage qui permettent l'accès à ces emplacements, et tout ça dans un périmètre qui est compris entre une ou plusieurs entrées et sorties du parc de stationnement. Donc on exclut, le décret exclut les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, espaces logistiques, etc. Précision par rapport justement à l'actualisation de l'article 40 suite à la loi du 3 mai, enfin, du 30 avril 2025, c'est qu'on exclut aussi les voies et cheminements de circulation qui sont empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes. Donc ça, c'était la définition. Et en termes de calendrier, l'article 40 distingue finalement deux entrées selon que les parkings sont concernés ou pas par des concessions ou des délégations de services publics. Donc, lorsqu'on est en dehors, c'est le cas le plus fréquent de ces concessions. Donc, il reste 1 an pour solariser les parkings de plus de 10 000 mètres carrés et 3 ans pour les parkings entre 1 500 et 10 000 mètres carrés. Et lorsque les parkings sont situés, sont gérés en concession d'aménagement ou en délégation de services publics, du coup, c'est la conclusion ou le renouvellement de la concession qui impacte sur le délai de réalisation. Donc, si la concession est créée ou modifiée avant le 1er juillet 2026, c'est la date à laquelle la solarisation doit être réalisée. Et si c'est une conclusion ou un renouvellement de concession après le 1er juillet 2026, à ce moment-là, on est jusqu'au 1er juillet 2028
pour réaliser les ombrières. Donc, par rapport à ce calendrier, on voit qu'il y a une forme d'urgence finalement à s'intéresser à ce sujet. Et en 2024, la métropole a sollicité l'agence pour cartographier les parcs de stationnement, d'une part, mais aussi pour analyser plus largement les principaux enjeux qui sont liés à l'obligation de solarisation en lien avec les politiques territoriales. Donc, on va vous présenter la façon dont on a, dans un premier temps, cartographié ces parcs de stationnement sur le territoire métropolitain. Et donc pour cela, donc on s'est appuyé sur différentes bases de données donc, qui existaient. Donc la première, c'est l'inventaire stationnement qui a été fait dans le cadre du PLUI. C'est des données qui datent de 2019 et qui recensent les parkings ouverts au public. Donc essentiellement des parkings publics, mais aussi des parkings privés ouverts au public, donc par exemple des parkings de supermarchés. On allait compléter avec la base de données OpenStreetMap, donc elle qui est renseignée par les utilisateurs, qui nous permet d'avoir quelques parkings d'entreprise ou quelques parkings voilà, en fait, fermés au public. On a aussi d'autres parkings publics avec les bases de données Parking Relais et ceux gérés par la métropole. Et on a complété tout ça en utilisant la base de données qui s'appelle COSIA, qui est une couverture du sol par intelligence artificielle. Mais ça, je vais y revenir rapidement. Tout simplement parce que donc, notre travail s'est déroulé en 7 étapes. La première étape, ça a été de compiler en fait tous les parkings qu'on connaissait dans nos bases de données, en évitant d'ailleurs les doublons. Donc c'est les différentes bases que j'ai présentées. Ça nous donne une base quand même assez solide, mais qui reste en partie incomplète, notamment sur tout ce qui est le domaine privé. Donc ça, c'est ce qu'on voit hein, là, voilà, sur l'étape 1, la petite capture d'écran. On a avec nos différentes bases un certain nombre de parkings qui sont identifiés. Pour identifier ceux qui ne l'étaient pas par cette méthode, on a ensuite sélectionné les unités foncières de plus de 1500 m², en se disant que vu qu'on réfléchit à l'échelle de l'unité foncière, une unité foncière de moins de 1500 m² ne peut avoir un parking plus grand que cette taille. Donc on a voulu resserrer notre périmètre de recherche parce qu'on va être sur des traitements qui vont être assez lourds. Donc une fois qu'on a sélectionné ces unités foncières, donc qui font plus de 1500 m², qui n'accueillent pas de parking déjà identifié dans les autres bases, on va pouvoir venir détailler un peu, donc réduire encore le périmètre de recherche en enlevant tout ce qui est domaine public, puisqu'on connaît déjà ces parkings. Et avec ce périmètre resserré, on va ensuite interroger la base de données COSIA. Donc COSIA, c'est une base de données qui est produite par l'IGN à partir de l'orthophoto 2018. Donc, par intelligence artificielle, l'IGN est venu découper l'occupation du sol par usage. Donc, c'est ce qu'on voit là sur l'étape 4. On a donc, on sait ce qui est de l'ordre du bâti, de zones imperméables, perméables, les différents arbres. Et donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les zones imperméables. Voilà, parce qu'on s'intéresse encore une fois au parking. Donc, on a fait ce découpage, on a découpé les zones perméables dans nos unités foncières et ça nous a donné environ 700 polygones qu'on a dû ensuite trier à la main pour voir, pour ne garder que ce qui correspondait à du stationnement. Puisqu'on peut avoir de la voirie, des découpes un peu bizarres ou alors des zones de stockage tout simplement. Un petit exemple voilà, de ce qui a pu être retenu, ou pas d'ailleurs, enfin de ce qui n'a pas été retenu, pardon. Donc sur la gauche, on a l'exemple de l'allée du parc, donc on est à Échirolles. Donc effectivement, on est bien sur du stationnement, cependant, on est sur du stationnement sur voirie. On n'a pas d'entrée ni de sortie, donc celui-là, il avait été décidé de le mettre de côté. Et sur l'image de droite, on est dans une zone d'activité. Là, pour le coup, la surface imperméabilisée ne correspond pas à un espace de stationnement. Donc on l'a aussi éjecté. Ce qui nous a permis de recenser un certain nombre de parkings qu'on est venu agréger à ceux qu'on connaissait déjà. Et voilà un exemple de ce qu'on a pu identifier avec COSIA, bah, on est toujours en fait sur la même parcelle que l'exemple d'avant, mais de l'autre côté, là on a un espace de stationnement de plus de 1500 m², et donc on a pu l'ajouter à notre connaissance préalable. Donc tout ça, ça nous donne 742 parcs de stationnement, dont une bonne partie sont privés, 61%. 40% sont liés à des activités économiques, et d'ailleurs c'est ce que vise la loi, hein, beaucoup, en tout cas elle a été faite pour ça. Mais on a aussi 32% qui vont être liés à des logements, des copros, et 16% à des équipements. Seulement 3% font plus de 10 000 m², ça représente 22 parkings, qui devront donc être équipés plus tôt, c'est-à-dire au 1er juillet 2026. Alors, au-delà de l'identification de ces parcs de stationnement, la réflexion elle a été en fait de pouvoir croiser cet enjeu d'obligation de solarisation avec d'autres enjeux
que le territoire pouvait rencontrer. Donc, on a croisé notamment tout ce qui était obligation de solarisation avec la canopée. Donc, on a le cadre de la loi qui prévoit l'obligation de solarisation en dessous de 50% de canopée. Par contre, une exemption pardon, au-dessus de 50% de canopée. Par contre, on peut avoir des stationnements où on a une couverture de canopée de 25 ou 30% avec théoriquement une obligation de solarisation. Donc, ça pose des enjeux, savoir comment on priorise tel ou tel enjeu. On a rencontré aussi des enjeux en lien avec le patrimoine, puisqu'on peut être positionné sur des secteurs de monuments historiques, mais souvent aussi, on peut avoir des croisements avec des éléments de protection patrimoniale qui sont inscrits dans les documents d'urbanisme. Et là aussi, il y a des questions de priorisation qui peuvent être amenées à se poser lorsqu'on est sur des protections patrimoniales, sur des emprises un peu larges. On a eu aussi des enjeux très forts sur tout ce qui était dynamique de projet, dans le sens où la loi APER, elle exempte de solarisation les projets qui répondent à un certain niveau, on va dire, d'importance de projets urbains. Par contre, il y a beaucoup de projets qui passent un petit peu à travers sur des zones inscrites à urbaniser dans le document d'urbanisme, ou même sur des secteurs en zone U qui peuvent être couverts par des OAP, etc. Et finalement, on a une obligation de sonorisation, alors que potentiellement, il y a des projets qui peuvent se développer sur ces secteurs-là. Donc là aussi, un enjeu de conciliation qui se pose. Autre croisement qu'on a réalisé, c'était sur la question de la densification par rapport à des évolutions de tissus urbains qui peuvent être amenés à muter ou à se densifier sur des secteurs où on a identifié des parkings plus de 500 mètres carrés. La loi n'exempte pas ces secteurs-là à la solarisation. Donc, quand on sait que l'installation d'ombrières va être on va dire rentabilisé entre 15 et 30 ans, ça pose des questions sur la dynamique de projet, sur la densification. Et puis bien sûr sur tout ce qui est renaturation, lorsque il y a des projets qui permettent de revégétaliser certains espaces, potentiellement certains espaces de stationnement, on va être là aussi sur des enjeux potentiellement contradictoires. Donc l'idée, en tout cas dans le travail qui était conduit avec la métropole, c'était là on ne nous a pas donné le détail, mais d'aller préciser finalement on va dire, les niveaux d'enjeux et puis un système un peu d'alerte ou de point de vigilance sur des secteurs où il y a des questions très fortes, des enjeux contradictoires qui pouvaient se poser. Mais ça peut être aussi pour accompagner les communes dans leur réflexion sur soit leur propre parc de stationnement, soit pour bien identifier les parkings qui peuvent être concernés lorsque les communes négocient avec des porteurs de projets. Voilà le travail qui a été fait en lien avec la métropole en 2024. Et puis on va vous présenter un petit outil qu'on a mis en place, donc pour justement le compte de la métropole et pour qu'elle puisse le partager avec d'autres acteurs. Donc, en premier lieu, les communes, donc c'est ce qu'on appelle Visualise, hein, qui est un petit outil cartographique en ligne, sur lequel on est venu déposer nos couches des différents parkings. Donc là, qui sont tous affichés de la même couleur, mais avec les différents croisements. Donc, tiens, lesquels sont concernés par des projets d'espace public? Ah, tiens, sur celui-ci, j'ai un sujet, j'ai une couleur orange. Des croisements avec la canopée de la même façon. Voilà, tout un tas de croisements qu'on peut rendre visibles et assez lisibles comme ça. Et puis aussi des informations qui vont être disponibles. Donc voilà, on a la commune, la surface du parking, et puis les différents détails, donc avec voilà, le projet d'espace public, tiens, c'est un projet chrono-vélo. Le taux de canopée aujourd'hui, il est de 25%, on est dans telle zone urbaine, voilà. On peut mettre à disposition tout ce genre d'infos qui peut permettre de visualiser rapidement en fait où sont les sujets. Je rentre pas plus dans le détail parce qu'on arrive au bout du temps. Merci pour cette présentation et justement, on va pouvoir maintenant vous laisser la parole. Si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre sur la solarisation des parkings et sur la présentation de cet outil Visualise, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, je vois que personne pour l'instant n'a mis de questions, de réactions dans l'onglet conversation. Donc, je vous invite tout simplement à lever la main. Ça y est, certains se sont lancés.
Du coup, bah, je vais vous laisser d'abord la parole, Marianne, si vous aviez une question ou réaction. Bonjour, oui, j'ai une question que j'avais déjà posée lors du précédent webinaire sur l'outil Visualise, mais c'est quand même toujours pas très clair de notre Est-ce côté. que est-ce que vous pouvez juste vous présenter avant Ah votre oui, pardon. question? Oui, Excusez-moi. ben, je suis chef de projet dans le secteur transition écologique à la mairie d'Échirolles. Voilà, et j'ai donc commencé à utiliser un petit peu l'outil Visualise qui nous avait été présenté au mois de mars dernier. Et j'ai une question pour l'instruction des demandes de solarisation sur des projets privés, enfin sur des parkings privés qui sont du coup à instruire par la ville, mais qui ne concernent pas des parkings, communaux. C'est, les interactions, enfin les conflits qu'il peut y avoir avec, les règles du PLUI. Nous, on a déjà eu des dossiers, pour lesquels la loi, enfin, des parkings concernés par la loi APER, par ses obligations de solarisation, et pour autant, si on respecte la loi APER, on est au-dessus des taux autorisés pour l'emprise au sol. On dépasse le taux autorisé d'emprise au sol. Donc, ce qui m'avait été répondu dans ce cadre ou dans un autre webinaire, je ne sais plus, c'était le fait que la loi APER s'imposait, Mmh. enfin l'emportait, quoi. Mais je serais curieuse d'avoir un nouvel avis si vous en avez. Merci. Oui, alors en fait, pour vous répondre partiellement, en fait, c'était le projet de décret qui prévoyait effectivement, qui inscrivait noir sur blanc que nonobstant les dispositions des documents d'urbanisme, effectivement, l'obligation de la loi APER s'imposait. Sauf que cette disposition n'est pas ressortie dans le décret définitif, donc il n'y a rien d'écrit sur le sujet. Donc ça laisse effectivement, ça renforce en fait votre questionnement sur savoir euh, comment gérer en fait ces contradictions du document d'urbanisme. Et là, on n'a pas fait travailler notre juriste sur la question. On ne pourra pas vous apporter de réponse, mais en tout cas, il y a un vrai questionnement là-dessus. OK, merci. Je note que du coup, ça reste une zone d'ombre, sur laquelle, on n'a pas Oui. de réponse pour l'instant. Mmh. Merci. Je crois qu'il y avait aussi une autre personne qui avait levé la main. J'ai cru le voir, mais en tout cas, c'est le moment. Allez-y, monsieur Guillaume, Vellet, je vous laisse prendre la parole. Bonjour, je suis Guillaume Vellet, je suis chef de projet aménagement à la ville d'Échirolles, comme Marianne. Donc. Moi, j'ai une question en fait donc il y a une obligation de solarisation, mais jusqu'où va cette obligation? C'est-à-dire que nous, on a des parkings publics qui sont concernés, qu'on considère comme des réserves foncières pour des projets d'aménagement futur, donc on n'a pas envie de les solariser. C'est quoi notre obligation? On a obligation de demander à un opérateur de les solariser, on a obligation de lancer un marché public, on a obligation de résultats ou obligation de moyens en fait. En fait, c'est pareil, ça va être vraiment un angle très juridique. Et la difficulté, en fait, avec l'article 40, c'est que même si là, on vous le présente plutôt par rapport à l'outil Visualise, et en fait, à une identification de parcs de stationnement qui sont susceptibles d'être concernés par la loi APER, en fait, dans l'exercice, même avec la métropole, on n'est pas rentré dans le détail en disant celui-ci est concerné, celui-ci non, et avec justement l'analyse juridique qui peut aller derrière. Donc là, en fait, voilà, chaque cas particulier voilà, doit être étudié, mais sous l'angle juridique. Et c'est vrai que c'est pas l'angle en fait qui est pris pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on reste comme vous sur le cadre général qui est donné par la loi. Après, c'est vrai que par rapport à vos questionnements, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'informations. Je pense que vous avez consulté le décret. Il me semble qu'il y a quand même des éléments de réponse dans le décret par rapport à vos questionnements. Mais c'est vrai que là-dessus, on ne pourra pas vous répondre précisément. En fait, rapidement, en fait, c'est à chaque gestionnaire de parking de montrer patte blanche, auprès de alors c'est de la préfecture, donc à la date de la loi, donc 1er juillet 2028. Il faut pas forcément avoir installé, mais en tout cas, il faut avoir, bien lancé les démarches, les études et avoir le marché. Parce qu'on sait que globalement, le marché ne sera pas capable de répondre à à l'ensemble des demandes si on devait solariser tous les parkings de France en 2 ans. On va pas se mentir. Donc il faut vraiment engager disons les démarches. Et autre chose, c'est que réserve foncière, s'il n'y a pas de projet concret et d'autorisation d'urbanisme déposé avant cette date, l'État sera en droit de dire
je suis pas d'accord avec ça et vous allez me le solariser. Là, pour le coup, le décret est très clair. On parle des opérations d'aménagement, donc au titre du code de l'urbanisme. Donc, effectivement, c'est des opérations importantes, priori d'intérêt en général. Donc, ça exclut beaucoup de petites opérations, en fait. Et c'est là, en fait, que c'est vrai que lorsqu'on est sur un périmètre de ZAC, par exemple, on peut justifier assez facilement qu'on est sur une opération d'aménagement. Lorsqu'on est sur un secteur de taille limitée avec un programme de construction limitée, on n'est pas forcément dans une opération d'aménagement. Donc là, on n'entre pas directement dans le champ d'exclusion en fait de la loi APER. Donc c'est cette priorité-là en fait que la loi donne. Et en fait, c'est vrai que par rapport à l'origine en fait de la rédaction de la loi, enfin de l'article 40, au départ en fait c'était les parkings de plus de 3000 m² dans le projet de loi initial, dans l'étude d'impact du projet de loi qui était visé. Et c'est vrai que la réduction en fait à 1500 m² fait qu'on est passé d'une ambition peut-être plus sur les zones à vocation économique. On atterrit finalement sur l'urbain avec des enjeux qui n'étaient pas forcément préidentifiés initialement. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a ces difficultés qui se posent aujourd'hui sur l'application de cet article. Ok, merci. Est-ce que vous savez si il y a déjà des mesures de contrôle qui seront mises en place par l'État? Pas la réponse là-dessus. Après, intuitivement, on peut juste effectivement se dire que l'État peut plus facilement identifier les parkings de taille plus importante. Et c'est vrai que on le voit à travers la méthode qui a été utilisée pour l'identification de tous les stationnements. En fait, ça suppose quand même un croisement de données, une vérification. Donc, on se battait un minimum sur les fichiers fonciers, donc c'est l'État. Et c'est vraiment sur les gros sites qui vont taper en premier s'ils deviennent justement à taper. Ok, merci. Merci. Je vois qu'il y a Monsieur Régis Broyer qui a levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Régis Broyer, chef de projet au SMAC sur des projets d'aménagement, mais aussi sur la totalité du périmètre du SMAC, de la question de cette solarisation. Donc, on avait, nous, de notre côté, commencé, grâce à l'URG et à Nicolas, à récolter les éléments qui permettaient de trier un peu nos différents parkings. Notamment avec les contraintes urbaines. Nous, aujourd'hui, on est en cours de travail avec l'ALEC et on est en train d'essayer de déterminer plusieurs types de potentialités de mise en œuvre. On a nos parkings existants d'un côté, nos parkings projets de l'autre. On essaie pour faire rapide, de cadrer tout ça, notamment pour nos parking en projet avec les critères, ou plus devrais-je dire les ex-critères de rentabilité exigés de la loi APER, sur laquelle on avait des seuils, notamment à 15% de rentabilité qui permettait à l'époque de ne pas solariser et de passer en ombrage paysager plus gestion des EP évidemment. Donc ça, c'est sur la question des parkings en projet. Sur les parkings existants, on se rend compte que grâce à nos différentes études de production et de rentabilité, on sait que on va avoir 2 cas ou même 3 cas qu'on est en train d'approfondir. Le premier cas, c'est on peut faire de l'autoconsommation. Alors, il y a quelqu'un, je suis désolé, mais j'ai du mal à m'entendre. Voilà, merci. Les parkings sur lesquels on peut faire de l'autoconsommation directe avec notamment le réseau tram, on est en train d'étudier ça pour en termes de rentabilité technique, économique et aussi de portage, parce qu'on sent que ça va être sur ces parkings-là où on va avoir une plus-value. Et on est aussi en train de ressortir une petite étude d'autoconsommation collective sur un parking existant qu'on a choisi pour commencer à déterminer aussi et à savoir quels sont les éléments qui vont nous permettre de continuer sur cette voie-là de l'autoconsommation collective ou pas. Donc on est encore en étude. Je crois aussi que pour finir, pour pas être trop long, il y a un amendement, une proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
qui est très récente. Ce que j'ai cru en comprendre, mais il faut que je fasse vérifier ça aussi avec notre juriste en interne, c'est que dans la loi Aper, il fallait prouver que le solaire n'était pas rentable. Apparemment, c'est ça qui change et on aurait le choix entre la solarisation, si effectivement c'est intéressant, ou le passage en ombrage paysager. Donc, Nicolas, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder cet amendement-là, mais ça change pas mal de choses sur l'obligation. Côté, nous, on continue ce qu'on est en train de faire, on continue vraiment l'étude technico-économique. Sachant que sur cet amendement-là, si vraiment il y a cette simplification-là, ça va surtout nous aider sur la justification de la non-présence de solarisation sur nos futurs permis d'aménager. C'est vrai que Donc, pardon. Voilà, juste en quelques mots, nous aussi avec Yao, qui est chef de projet aussi au SMAG, voilà, on est aussi présent pour continuer à discuter sur le sujet ensemble, parce que c'est un cadre qui était déjà pas très clair, qui fait appel à des compétences particulières quand même qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs, parce que l'électricité, la revente d'électricité, il faut vraiment connaître. Donc, merci déjà à l'ERG et à l'agence pour ce temps d'échange-là. Puis voilà, si vous avez des nouvelles et déjà des premières analyses de cet amendement, là, ça serait intéressant aussi de les partager. Le contexte législatif est très mouvant en ce moment, donc on a plutôt tendance à attendre que les textes soient stabilisés avant de les analyser, puisqu'il y a plusieurs textes en cours qui sont en débat. Mais dans tous les cas, en fait, ça veut dire aussi que l'outil Visualise a permis d'identifier, on va dire, de manière générale, ces parcs de stationnement de plus de 1500 mètres carrés. Et après, effectivement, en fonction de l'évolution, je dirais qu'ils vont s'imposer. On va dire que les enjeux on va adapter les enjeux sur ces parcs de stationnement, mais en tout cas, il y a cette base qui existe aujourd'hui sur la métropole et qui permet déjà en fait de cibler, quitte à adapter après le niveau d'enjeu en fonction de l'évolution des textes. Et non, c'est sûr que donc sur cette question ombrière ou photovoltaïque, donc on verra quand les députés, les sénateurs auront tranché, donc on ne va pas trop se prononcer. Oui. Enfin, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les critères loi Aper, c'est à compter du 1er juillet 2026 ou 2028. C'est-à-dire que si le taux de canopée est supérieur ou égal à 50% à cette date, l'obligation de solarisation ne s'applique pas. Eh bien, je vous remercie tous pour votre participation et vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Au revoir.